C'est bon. Le quorum étant atteint et le nombre d'absents étant marqué avec les procurations, nous allons commencer par l'appel. Donc, monsieur. Pardon ? Monsieur Ben Serge étant absent, a donné à pouvoir à Madame Chaumeil. Monsieur Chabria est présent. Madame Chaumeil est présente. Monsieur Corr est présent. Et il a le pouvoir Madame Leblond. Madame Cuvillier Nadine est absente. Monsieur Dauphin Jean-Jacques présent. Monsieur Dominguez Hervé présent. Monsieur Dicot présent. Monsieur Lafont, je suis là. Monsieur Hiner présent. Madame Leblanc Josiane est absente, à donner le pouvoir à Monsieur Corr. Monsieur Machevet Daniel présent. Mathieu Alban est absente, à donner le pouvoir à Bernadette Talon. Madame Molinier-Edwige est absente, à donner le pouvoir à Chantal Moulin-Chantal. Je vais y arriver. Donc, absente Mathieu, Molinier. Madame Moulin présente. Monsieur Pétel présent. À pouvoir donc, de Nadine Balespi, c'est ça. Madame Pfeffer est absente, elle m'a donné pouvoir à Ilfa Fournou. Madame Pinot-Élodie est présente. Monsieur Rovelard-Jacques est présent. Madame Talon-Bernadette est présente et a pouvoir de Mathieu Alban. Voilà. Madame Balespi est absente et a pouvoir à Gilles Pétel. Et Monsieur Besser-Gérard est absent et a donné pouvoir à Monsieur Gérard Hiller. Et Madame Werster-Skirchnelli est présente. Voilà, impeccable. Donc moi je n'ai pas arrêté de faire des gribouillis ce soir. C'est n'importe quoi. C'est les vacances, ça doit être ça. C'est bon. Alors, secrétaire ou secrétaire de séance. Hervé Dominguez, pas d'autre. Ok. Donc, précédent conseil, des remarques, des oublis, des noms spécifiques. Il y a adopté. N'oubliez pas la signature. Ceux qui sont en grisé au moment de la signature ne signent pas. C'est qu'ils étaient absents les autres fois. Et nous aurons assigné aussi le débat d'orientation si vous en êtes d'accord. Voilà. Donc, nous attaquons la soirée. Un comité presque restreint ce soir. Mais il y a le quorum, c'est principal. Mais il y a la qualité. Ah, c'est gentil pour les absents. Ça soit du soleil. Le soleil est attiré et est parti en vacances. Tous les grognards. Et voilà. C'est ce que je vous disais. Il y en a qui ne sont pas trop concernés par le propos. C'est ce que je vous disais, il faut faire attention les cadres derrière les lieux. Là, parce que... Bien, allez, trêve de plaisanterie. On va donner la parole à monsieur l'adjoint aux finances et au budget pour le DOB, pour la DOB ou le DOB, comme vous voulez. Non, c'est pas de la DOB. C'est moins volumineux que celui de la Comcom, puisque je pense que vous avez tous pris connaissance du doc qu'on vous a envoyé par mail. J'en ai fait un condensé pour vous indiquer. On a vu ça avec la commission finance, le détail. Et donc, je vous fais la synthèse du DOM 2019. Le cadre juridique. Dans les 2 mois qui précèdent l'adoption du budget primitif, l'article L2312.1 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3500 habitants et plus, les conseillers municipaux sont invités à débattre, à partir de l'évolution du contexte financier budgétaire, des orientations proposées pour l'élaboration du budget à venir. Le débat sur les orientations budgétaires doit donc permettre aux élus locaux d'avoir une vision de l'environnement juridique et financier de la collectivité, mais aussi d'appréhender les différents éléments de contexte pesant sur la préparation budgétaire de l'année à venir. C'est donc l'occasion de faire l'analyse rétrospective triennale des exercices budgétaires de la commune et de dégager les priorités et projets pour l'exercice budgétaire suivant. L'objectif, il s'agit d'introduire une discussion sur la stratégie financière et budgétaire de la commune
dans le cadre de la préparation du budget 2017. Des valeurs d'orientation budgétaire tient compte d'éléments exogènes qui conditionnent en grande partie la capacité financière de la collectivité. Le contexte économique et réglementaire, l'impact de la loi Finances 2018 sur le budget des collectivités locales. Le rapporteur présente donc les grandes lignes de l'exercice 2018 et les orientations générales du budget 2019. Les grandes lignes de l'exercice 2018. En 2018, l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement est en hausse de 0,83%, contre une hausse de 6,47% en 2017 et une baisse de 4,25% en 2016. Notamment sur les postes des impôts et taxes, plus 10 000 € de taxes additionnelles ou droits d'habitation, et sur celui des produits de gestion courante, plus 25 285 € de remboursement de participation d'assurance non payée en 2017. Les recettes fiscales représentent la principale ressource financière de la commune en fonctionnement. Les impôts encaissés connaissent une progression régulière et assez dynamique grâce à l'augmentation de l'assiette et à la revalorisation annuelle des valeurs locatives, les taux n'ayant pas été modifiés depuis 2003. Servant de base aux impositions directes locales, les valeurs locatives sont revalorisées chaque année par le Parlement pour tenir compte de l'inflation. En 2017, le produit des impôts augmente de 1,59% et en 2018 de 2,64%. L'attribution de compensation a baissé du fait des transferts de charges engendrés par la prime de compétence PLUI par la communauté de communes. En hausse, en 2017, les dépenses de fonctionnement constatent une baisse de 7,11% en 2018, essentiellement sur un poste. Les charges exceptionnelles, pas de paiement d'indemnité suite à la décision du tribunal, contrairement à 2017, les charges financières et les charges à caractère général, baisse des contrats de maintenance et des petits travaux d'entretien de bâtiments. L'année 2018, dans la continuité de l'année 2017, est marquée par des travaux de voirie, meilleurs durant, poursuite des programmes voirie 2015 et 2017. Concernant les recettes d'investissement, elles se composent principalement des dotations, ex-TVA et taxes d'aménagement, des subventions d'investissement et des excédents de fonctionnement capitalisé. En 2018, les fonds divers et réserves correspondent à 113 401 € de ex-TVA, 419 654 € d'excédent de fonctionnement capitalisé et 112 054 € de taxes d'aménagement, abondant à hauteur de 40% les principales recettes d'investissement. Les orientations générales pour l'année 2019. Les références, loi de programmation des finances publiques 2019-2023. Le contexte mondial. Après une nette embellie en 2017 avec un taux de croissance trimestrielle stable à 0,7%, la croissance de la zone euro s'est considérablement affaiblie en 2018. Depuis le début de l'année 2018, les indicateurs avancés se sont retournés. La croissance semble progressivement fragilisée par la plus faible contribution des échanges commerciaux sous l'effet d'un affaiblissement du commerce mondial. L'environnement international se révèle moins porteur, notamment en raison de la remontée du prix du pétrole, des tensions commerciales et géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, du Brexit et du récent rejet du budget italien en octobre dernier. Le contexte européen. Alors qu'en 2017, la zone euro profitait simultanément de l'accélération du commerce mondial, de la faiblesse de l'inflation et d'une politique monétaire facilitant l'accès au crédit, elle bénéficie aujourd'hui de moins de soutien. Depuis le début de l'année 2018, l'inflation a fortement accéléré. Elle atteint 2,2% en octobre, contre 1,3% en janvier. Selon les prévisions, la croissance de la zone euro devrait ralentir de 2,5% en 2017 à 1,9% en 2018, puis à 1,2% en 2019. Le contexte national. Après un rythme de croissance particulièrement dynamique en 2017,
La croissance française a fortement ralenti au premier semestre 2018, atteignant tout juste 0,2% par trimestre. Boosté par la remontée des prix du pétrole et le relèvement des taxes sur le tabac et l'énergie, l'inflation a continué à croître, renouant avec des niveaux relativement élevés. Après 1% en moyenne en 2017, elle atteint 2,1% en 2018. Pour la commune de Mermonton, pour 2019, la loi de finances mentionne deux mesures majeures. Le maintien du niveau de l'EGF 2018, la poursuite du dégrèvement de TH qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80% des foyers d'être dispensés du paiement de la taxe d'habitation au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Il sera proposé de maintenir les taux d'imposition communaux à l'identique pour 2019. Les grandes orientations de la dépense 2019, tant en fonctionnement qu'investissement, s'articulent autour de plusieurs secteurs. Le secteur social et insertion, contingent d'aide sociale au département, maintien de la navette d'été à la fermeture des commerces de proximité, subvention de fonctionnement d'équilibre social, subvention à la mission locale pour l'emploi, application du quotient familial pour les tarifs de restaurant scolaire ainsi qu'à la LSH, participation au loyer de l'association Les Restos du Cœur de Saint-Amand-Avenue. Le secteur scolaire, acquisition de petits mobiliers divers pour le groupe scolaire, prise en charge des coûts de transport pour les activités sportives, piscine et halles de sport, prise en charge du coût de l'activité piscine, goûter pour les écoliers pour le cross de Château, contribution aux frais de fonctionnement du restaurant scolaire, de l'ALSH et du transport scolaire. Secteur sport, loisirs, jeunesse, aide matérielle et technique aux associations sportives, accueil d'événements sportifs d'envergure, réflexion sur la réhabilitation du parcours sportif, création d'une nouvelle aire de jeu. Il y a trois secteurs. On n'a pas défini encore le secteur. Vie associative, culturelle et animation. Subventions et services alloués aux associations maintenus dans leur globalité. Fête républicaine du 14 juillet. Foire de septembre et forum. Concours des maisons fleuries. Participation à des actions de solidarité. Mise à disposition des salles et du matériel. Accueil et soutien logistique au Téléthon. Saison culturelle et soirée. Festival des automnales. Repas économique des élus. Communication, l'aide d'information mensuelle, l'aide d'information des finances. Informatique, réflexion sur un nouveau système de stockage de données informatiques. Gestion des bâtiments et économie d'énergie, participation au syndicat de Château, programme de mise aux normes et entretien des bâtiments, poursuite de la mise en œuvre d'un système de télégestion des bâtiments communaux, rénovation de la salle Harmonia, mobilier salle communale, table et chaises, poursuite de l'aménagement de la salle d'effet de Soulas, réflexion sur la rénovation de l'éclairage au complexe sportif. Matériel et services techniques, renouvellement et achat d'outillage, renouvellement du matériel roulant, fourgon, gestion des services, plan de formation du personnel, CNFPT ou organisme extérieur, vêtements de travail pour les services périscolaires et les services techniques, formation à l'utilisation des extincteurs, remise à niveau, formation aux gestes pour les secours, cassesse des agents techniques. Environnement, conservation du patrimoine, mobilier urbain, participation au nettoyage de la verre, fleurissement des massifs et des rues, généralisation de l'utilisation des produits d'entretien biologique, mise en œuvre du plan de gestion de la RNR Marmande en partenariat avec le conseil régional, partenariat avec les ZAD de Verre, études pour l'aménagement piétonnier le long de la Verre et Soulas, et le Soulas à Marmande, pour acheminement d'eau, valorisation des grottes. Voirie, réseau, aménagement,
résorption du sinistre du quartier de la Chaume, prise en charge par les compagnies d'assurance. Poursuite d'aménagement de voirie et réseau, secteur 2, le Chardonnay, qui est en cours, qui est déjà bien avancé. Accessibilité trottoir, bateau, passage flouté en cours également. Études et aménagement en place des remparts, poteau incendie, programme de réflexion de la voirie, signalétique horizontale et lumineuse, réflexion sur les chemins ruraux, programme siège, enfouissement réseau et éclairage public, aménagement divers parking, place du Beaux-Arts, rue du Chez, rue de la Chaume, rue Rivière. Attends, je t'arrête. Je pense qu'on va le rentrer là-dedans. Le président du SMBVA m'a alerté sur une information sur les subventions de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Vous savez qu'on est dans l'obligation, et ça avait été fait il y a 10 ans à peu près, d'un schéma directeur d'assainissement, donc aujourd'hui qui est géré par et remis à niveau par le SMBVA. Reste à charge des communes le schéma directeur des eaux pluviales qu'il va falloir que l'on mette en place. Donc je me suis permis d'appeler le président pour lui demander quelle en était la teneur, puisqu'il y avait la loi GEMAPI qui est dans les, on va dire dans les tuyaux. Ouais, dans les tuyaux. Oui, parce qu'on parle d'eau, ouais. Tu as raison, dans les tuyaux. Donc de savoir ce que l'on faisait, si nous on l'inscrivait, si après on ne le faisait pas. Donc là, elle m'a répondu, et je te laisse répondre, qu'il valait peut-être mieux, hein, je te laisse l'explication que tu m'as donnée sur le sujet par rapport à ce schéma qui, on ne sait pas bien, puisque c'est en 2026 que va être reporté. Ouais. Oui, enfin... alors il faut que je réfléchisse un peu là. Oui, ça coule pas de source. Hein, ça coule pas de source, ça coule pas de source. La compétence assainissement, qui jusqu'à présent comprenait le fluvial, mais je ne suis pas sûr que dans la dernière mouture de la loi que ça le comporte, était dévolue aux communautés de communes, qui doivent obligatoirement prendre la compétence au 1er janvier 2020, sauf si une minorité de blocage se dégage, auquel cas la prise de compétence serait reportée en 2026. Il n'empêche que dans l'intervalle, la compétence pluviale reste au niveau communal. Et si je me suis permis d'écrire aux maires des communes concernées par le SMBVA à ce propos-là, c'est que dans le cadre du 11e plan cadre de l'Agence de l'eau Nord-Bretagne, on nous a dit, on nous a informé que l'attribution des subventions de travaux assainissement serait subordonnée à la fourniture par le gestionnaire de l'assainissement d'un schéma directeur d'assainissement et d'un schéma directeur de collecte des eaux pluviales. Or, le SMBVA n'ayant pas la compétence des eaux pluviales, qui reste dévolue aux communes, je me suis donc adressé aux maires pour leur demander de bien vouloir prévoir un schéma directeur d'assainissement, de collecte des eaux pluviales, si toutefois la commune n'en possédait pas ça. Ce qui est le cas, donc je pense que pour prendre toute précaution et par rapport au SMBVA et les dotations de l'Agence de la Bretagne, il faut inscrire. On ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas fait, ça sera inscrit. Après, on verra comment on travaille, parce que ce n'est pas une petite étude. Je me rappelle du schéma directeur d'assainissement, c'est quand même été assez long. Ça a duré près de 2 ans. Donc là, on va l'inscrire et après, on verra comment budgétairement et qui c'est qui va lancer l'étude. Parce que cette étude, en fin de compte, on va savoir ce qui va se passer avec la Comcom. Je ne sais pas. Et puis la loi GEMAPI, ce qu'elle va en sortir. Alors, moi, ce que j'ai compris, mais malheureusement je ne comprends pas tout, j'ai compris que dans la dernière mouture de la loi NOTRe, le pluvial avait été retiré de la compétence assainissement et que quoi qu'il en soit, il resterait dévolu aux communes. Mais moi, ce que j'ai retenu par contre, c'est que pour le moment, il n'y avait rien d'officiel. Et pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Mais il n'y a rien d'officiel, mais rien d'officiel, et pour ne pas se bloquer, si toutefois dans l'année il y avait cette disons, obligation,
Moi, je serais d'avis de l'inscrire dans le cadre de voirie, réseau, aménagement. Oui, parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 2026. Ah non. C'est une des raisons, parce que comme il n'y a rien de très clair et rien de vraiment officiel, c'est une des raisons qui pousse l'exécutif de la Comcom à repousser la prise de compétences en 2026, parce que finalement, on va prendre la compétence en 2020, on ne sait pas de quelle compétence il s'agit exactement, et c'est un petit peu dur d'exercer une compétence dont on ne connaît pas les contours exacts, quoi. Et j'ai l'impression que la Comcom, une étude de moins, ça l'arrangerait. Oui. Bah, évidemment. Surtout que là, on va travailler sur des bassins versants. Et la Comcom, est-ce qu'elle va travailler sur tous les bassins versants? On a déjà une préétude. Oui, il y a une préétude qui a été faite sur les coulées de boue, les choses comme ça, mais ça ne correspond pas à ce que l'on attend. Et nous-mêmes avons besoin de cette étude de versant sur la montée de Soulas pour les acquisitions pour le département. Le département veut faire la modification de la route, mais pour faire la modification de la route, il lui fait une étude versant. Parce qu'on sait très bien que les eaux que l'on collecte vont sur la partie haute du lotissement, qui est la rue Blaise Pascal. Donc là, tout s'enchaîne et tout s'imbrique. Donc, nous ayant alerté, moi ce soir, je vous propose d'inscrire ça dans cette voirie réseau. Les autres communes doivent être dans le même cas. Ah oui, on est sur le même cas. Personne n'a dû faire ce schéma. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas des schémas de directeurs de collecte de pluviales qui n'aient pas été faits dans quelques communes. Hein. Ah oui. Je suis pas sûr qu'en Arbre de Verre, par exemple, c'est pas été fait. Je sais pas au Mar, mais je suis à peu près sûr que ça doit être à Saint-Georges. À Saint-Georges, oui. Parce que Saint-Georges avait eu un gros problème, et c'est parti de là, l'étude sur la coulée des boues. Et ils ont demandé un petit peu plus. Ah oui. Alors, ce qui est un peu... enfin, bon, moi, j'ai dit... enfin, si je peux prendre 2 minutes... Hein, Je vous en prie. Moi, j'ai dit à l'agence de l'eau ce que je pensais de leurs exigences. On parle d'assainissement, on exige en même temps d'avoir un schéma directeur de collecte des eaux pluviales. Bon, ça peut s'entendre parce qu'effectivement, il y a quelques tronçons encore, même pas mal parfois, qui sont des unitaires, donc qui reçoivent de l'eau pluviale. Ça peut se comprendre. Néanmoins, ils ne sont pas sans ignorer la loi. Et ils ne sont pas sans ignorer que, à l'horizon au plus tôt à 2020, c'est-à-dire demain, la compétence risque d'être morcelée. Donc demander à un gestionnaire d'assainissement qui n'a pas la compétence pluviale de fournir un schéma directeur de collecte des eaux pluviales, sinon on ne lui donne pas la subvention, ben, j'ai trouvé ça quand même un peu, si vous me permettez l'expression, j'ai trouvé ça un peu raide, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'écrire au maire, parce que imaginez qu'il y ait une commune qui n'ait pas le schéma directeur de collecte des eaux pluviales, qui demande des travaux d'assainissement et que la subvention soit refusée au motif que le gestionnaire des réseaux d'assainissement, il fait quoi? Il se passe de la subvention et il fait quand même les travaux, quitte à les payer plus cher, ou il dit au maire, ben, monsieur le maire, vous n'avez pas de schéma directeur, donc ben, je ne vous ferai pas les travaux. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas satisfaisant. C'est pour ça qu'il faut l'inscrire quelque part. C'est pour ça que je pense qu'il faut l'inscrire aussi. Non, Est-ce que ce schéma ne va pas se superposer aux documents existants concernant justement les zones inondables? Les zones inondables, par définition, c'est de l'eau pluviale. Au PPRI, ben, non, parce que si mes souvenirs sont bons, le PPRI, qu'est-ce que c'est que le PPRI? Le PPRI, c'est simplement une cartographie de l'étendue des limiteurs et majeurs, en fonction des crues, possiblement décennales, centennales, etc. etc. Ceci dit, dans le PPRI, il n'y a pas les intrants d'eau au niveau des rivières. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est de savoir si, au sein de la commune, les eaux pluviales sont correctement collectées, ou est-ce qu'il y a des problèmes sur un certain nombre de points
sur le réseau pluvial. Alors moi, je leur ai bien fait remarquer que si on avait un schéma directeur des eaux pluviales qui laisse apparaître des points noirs dans les réseaux pluviaux, alors je leur ai posé la question, est-ce que ce serait un motif de refus de subvention à l'assainissement? Évidemment, on n'a pas répondu à ma question. Mais il y a une autre chose, moi, qui m'interpelle, et c'est pas en plusieurs années depuis que chose à faire. On est passé du unitaire au séparatif. On a parlé du séparatif de revenir à l'unitaire, et maintenant on parle du séparatif. Alors est-ce que c'est un moment pour dire, ben, écoutez, oui, je te vois rigoler, c'est pour dire à un moment donné, ben, écoutez, vous avez l'unitaire qui rentre dans du séparatif, par l'intermédiaire comment on appelle ça, de déversoir d'orage. De déversoir d'orage. Est-ce que c'est pas aussi la manière de dire, on veut éviter tous ces conflits-là et on ne subventionnera que ce qui sera séparatif? Oui, c'est pour ça qu'on a posé cette question-là, à laquelle on n'a pas répondu. Moi, j'y vois comme ça. Donc la seule chose que j'ai pu leur dire, puisqu'on ne me répondait pas, la seule chose que j'ai pu leur dire, c'est avez-vous conscience que dans certains bourgs, dans certains villages, il n'est pas possible de faire du séparatif. Hein, on ne peut pas empiler les tuyaux les uns sur les autres jusqu'à 15 mètres de profondeur, c'est pas possible. Donc de toute façon, il faudra bien résoudre le problème d'une manière ou d'une autre. Alors, si résoudre le problème d'une manière ou d'une autre, pour eux, c'est dire on ne subventionne pas et débrouillez-vous, je la trouve encore plus raide. Et une autre obligation, moi je pense que ça va, pour les communes, alors maintenant ça va être le PLUI, où ça ne nous posera pas de problème, puisque ça va être dans la même configuration, mais les communes qui ont des difficultés à faire des bassins de rétention, ou de la rétention à la parcelle, ça sera pour les obliger à le mettre, alors ça va être le PLUI, donc ça sera fait, mais à la parcelle dans certains cas. Parce que nous, on a bien vu dans le cadre du PLU, quand on a refait, le montant, s'il y a réhabilitation et que la parcelle peut recevoir de la rétention, il y a obligation de faire de la rétention. Donc il y a toute cette comment dirais-je, cette politique qui oblige les collectivités à faire quelque chose et disons, pour les obliger, ben, c'est de mettre des contraintes, et les contraintes, moi je pense que ça en fait une grosse partie. Oui, ça en fait une grosse partie, mais enfin derrière, il faut bien voir que si l'agence de l'eau oblige une commune à faire des bassins de rétention qui sont des investissements lourds quand même, et que la commune n'a pas les moyens de le faire, moi je me pose la question, c'est qu'est-ce qui se passe quoi? À la parcelle. Oui, à la parcelle quand c'est possible. Quand c'est possible, mais si on a une incompatibilité de faire de la rétention à la parcelle parce que la nature du terrain veut qu'on ne puisse pas faire de rétention ou que pour X ou Y raison et qu'en plus la commune n'est pas en mesure de faire des bassins de rétention, que se passe-t-il? Ça me fait sourire parce qu'il y a des années, quand je siégeais au titre du Conseil général à l'agence de l'eau, il y avait une réunion à Orléans et le président Royer, qui était le président de l'agence, avait soulevé le problème et je me souviens avec beaucoup d'humour de la réponse du député maire de Montluçon, qui était Pierre Goldberg, qui avait dit « Mais écoutez, de toute façon, il y a des mauvais endroits où ça n'est pas possible. Et qu'à cela ne tienne, quand même, il y aurait un petit peu d'eau qui arrive les jours d'orage. Après tout, ça nettoie notre assainissement. » Mais c'est pas si bien que ça. Oui. Mais c'est bien un peu vrai. Oui, et c'est bien un peu vrai. C'est vrai. Quand on voit le bâti qui reste, là, si de temps en temps il n'y a pas des orages pour le nettoyer. Voilà. Bon, voilà ce que je vous ai proposé, si vous y voyez. Donc on va intégrer ça. Donc t'en étais à l'urbanisme, monsieur Corr. J'en étais là, oui. Donc on rajoute schéma directeur des collectivités. Étude d'un schéma directeur des eaux pluviales. Urbanisme, acquisition foncière diverse pour aménagement de bourg, construction de logements, amélioration voirie, création parking, participation à l'aménagement de Chardonnay, participation au service de l'application des droits des sols du Grand Clermont. La dette, gestion active de la dette, étude des marchés financiers avant décision de l'emploi. Conclusion, le présent débat d'orientation budgétaire servira de base de travail pour l'élaboration de 2019.
Le présent document ne fait pas l'objet d'un vote, il atteste simplement de la tenue d'un débat d'orientation budgétaire dans les 2 mois précédant le vote du budget. Voilà, donc, comme vient de le rappeler M. Corr, n'est pas proposé au vote, mais simplement de voir exactement l'orientation. Le débat, c'est aussi pour voir, comme on vient de le faire par rapport à cette étude, qui est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Quant au reste, on est très attentif par rapport à ce que l'on peut faire. On sait très bien que de toute façon, une collectivité, par rapport à son zone ou son rond dans les communautés de communes, n'avale jamais tout. Donc voilà, on en est bien conscient. Et ça nous permet de faire une synthèse de travail. Oui, M. Chabria. Oui, au titre de la gestion des bâtiments économiques, mobilier, salle communale, table et chaises. Ma question est la suivante. Que fait-on du matériel obsolète qu'on stocke actuellement? Alors, les chaises oranges, qui ont bien vécu, mais qui aujourd'hui, au fur et à mesure que j'ai du monde, j'en ai au moins un par séance qui s'assoit par terre. Donc on les a un petit peu retirés de la salle. Mais par contre, quand on dit mobilier et salle, c'est pour compléter, c'est pas pour tout changer. Moi, c'est mon point de vue. Donc on le marque là aussi. Voilà. Non, mais mon problème est de dire, si c'est obsolète, dégageons-le, donnons-le à des associations. Ah non, mais les chaises oranges, je ne vais pas y donner. Il faut les mettre en l'air alors. Il faut les dégager. Ben, moi, je me suis renseigné un moment si ces coques ne m'intéressaient pas, les coques intéressent personne. Alors, les redonner à une entreprise qui nous les a vendus, ça me gênerait quand même quelque part. Mais oui, non, mais je suis d'accord, parce que là... Mais si vous trouvez quelqu'un, moi je veux bien, mais ça sera ses risques et périls. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais si on le donne, après tout, bon... Parce que mais vous savez que maintenant, quand on donne quelque chose, on peut être aussi responsable. Ouais. Parce que c'est stupide de stocker, parce que ça prend de la place. Ah, mais ça prend de la place. On est bien d'accord. Je suis bien d'accord avec vous. Les sièges orange, c'est un paquet qui sont assis par terre. Autre constat, autre petite réflexion sur ce dôme, sur la dôme. Non, bon, ben c'est bien. Je vous remercie. Donc ça va aller avec. Monsieur Corr vous distribue des documents complémentaires. Qu'est-ce que tu fais ta campagne avec l'avance? Ah, tu n'as pas de non, je veux dire par là que vous l'avez déjà envoyé. Tu l'as déjà donné. Oui, mais en fait, c'est une question toute Bien, le compte administratif, je vais laisser M. Corr le présenter, je me retirerai. Le doyen de séance prendra la parole pour faire voter le compte administratif. Voilà, M. Corr. Oui, je vous ai distribué ces 2 documents parce que le premier, donc la note de présentation du compte administratif avait 2 erreurs de chiffres. Mais bon, c'est un chiffre bon. Et le deuxième, donc c'est la synthèse du compte administratif et du compte de gestion. Comme ça, on pourra voter les 2 en même temps. Donc la note de présentation du compte administratif 2018. Rappel réglementaire, l'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L 2313-1 du CGCT en précisant une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles et jointes au budget pénitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
Cette note présente donc les principales informations et évolutions du compte administratif 2016, c'est 2018 là. Du budget principal de la commune. Elle reprend pour l'essentiel les éléments présentés lors du débat de l'orientation budgétaire. Il est rappelé que les dépenses et recettes de la commune sont prévues et autorisées par le vote du budget primitif en conseil municipal. L'exécution effective du budget est retracée dans le compte administratif qui traduit les réalisations menées par la collectivité. À la section de fonctionnement. Nous avons donc au compte administratif 2018 en dépenses 2 119 377,47 € et en recettes 2 776 725,30 €, soit un résultat excédentaire de 657 347,83 €. Donc le résultat de 2018 est en hausse par rapport à celui de 2017. La recette de fonctionnement se décompose comme ceci. Au chapitre 013, atténuation de charges, 28 912,37 €, produits du service et du domaine, 167 184,56 €, impôts et taxes, 1 647 826,25 €, dotation et participation, 722 915,79 €, produits de gestion courante, 158 065,93 €, produits financiers, 2,97 €, produits exceptionnels, 49 495,43 €. Donc là, une hausse, on avait une hausse de 6,5 en 2017, et là, les recettes de 2018 n'augmentent que de 0,92. Ce qui nous donne avec les opérations d'ordre un total de recettes de 2 776 725,04 €. Les dépenses de fonctionnement. En dépenses réelles, donc 2 108 692,30 €, pardon, 1 958 778,98 €, et en dépenses d'ordre, 160 598,49 €. Les dépenses réelles de fonctionnement connaissent une baisse de 7%, notamment sur les frais de maintenance et les cotisations d'assurance. Concernant les dépenses d'ordre de fonctionnement, elles passent de 223 175,79 € à 160 598,49 €. Elles correspondent aux amortissements de la collectivité, technique comptable qui permet chaque année de constater le montant de la dépréciation d'un bien et de dégager des ressources destinées à le renouveler. Donc, vous voyez la ventilation des dépenses de fonctionnement. Alors, au chapitre 11, 663 249,39 €. Chapitre 12, 1 395,62 €. Chapitre 65, 252 415,06 €. Chapitre 66, charges financières, 37 218,83 €. Chapitre 76, charges exceptionnelles, 2 700,08 €. Ce qui nous fait donc un total réel de fonctionnement de 1 258 778,98 €. Et les opérations d'ordre de transfert pour 160 598,49 €, ce qui nous fait un total de dépenses de 2 119 377,47 €. Sur la section d'investissement, au compte administratif en dépenses, 1 457 757,90 € et en recettes, 1 785 626,68 €. Ça fait un résultat positif de 327 878,76 €. Ce qui nous fait
En prenant le résultat d'investissement reporté de 2017 de 340 260 € et 0,5 centimes, avec le résultat d'investissement de l'exercice, 327 878 € et 76 centimes, ça nous fait un résultat d'investissement cumulé de 668 138 € et 80 centimes. Ce résultat cumulé est dû, s'explique par l'emprunt que nous avons réalisé en 2018, notamment. Les recettes d'investissement, les recettes réelles, 20 624 013 € et 39 centimes, et les recettes d'ordre pour 161 623 € et 49 centimes. Le différentiel constaté entre 2017 et 2018 sur les recettes réelles s'explique par la réalisation d'un emprunt de 500 000 € et l'encaissement des recettes liées à des ventes de terrain. Les recettes d'ordre reprennent les dotations d'amortissement sur l'utilisation dans le patrimoine de la commune de Saint-Jean-de-Pierre. Donc nous avons la ventilation suivante. Au chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, 225 455 € et 29 centimes. Au 1068, excédent de fonctionnement, 419 653 € et 57 centimes. Au chapitre 16, emprunt, 501 000 €. Au chapitre 13, subvention d'investissement, 93 439 € et 97 centimes. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, 185 000 €. Chapitre 27, autres immobilisation, 199 464,36 €, pour un total donc, de recettes réelles d'investissement de 1 624 013 € et 19 centimes. Nous avons au chapitre 40 les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 160 598,49 € et les opérations patrimoniales pour 1025 €. Ce qui nous fait donc dépenses réelles plus les recettes réelles plus les recettes d'ordre, un total de 1 785 636 € et 68 centimes. Les dépenses d'investissement, en dépenses réelles, 1 454 410 € et 92 centimes, et en dépenses d'ordre, 3 347 €. Les investissements 2018, dans la continuité de 2017, ont essentiellement porté sur des travaux de voirie. Les dépenses d'ordre reprennent l'intégration dans le patrimoine de la commune d'un certain nombre d'opérations que l'on retrouve également dans les recettes d'investissement. Donc en dépenses, au chapitre 16, pour les emprunts, 214 588 et 14 centimes. Chapitre 20, mobilisation incorporelle, 7 318 € et 80 centimes. Chapitre 204, subvention d'équipement versée, 93 571 € et 43 centimes. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 286 000 €, 603 et 70 centimes. Chapitre 23, immobilisation cours, 758 759 € et 98 centimes. Chapitre 27, haute immobilisation financière, 93 577 € et 93 centimes. 87 centimes. 87. Dépenses réelles d'investissement, 1 454 410 € et 92 centimes. Chapitre 41, opération patrimoniale, 1025 €. Chapitre 40, opération d'ordre, 2322 €. Pour un total de dépenses réelles et d'ordre, 20 457 757 € et 92 centimes. Voilà, donc, vous pouvez remarquer donc, sur le tableau synthétique que le compte administratif et le compte de gestion sont identiques. Donc, si vous le souhaitez, je me retire. Je laisse la parole au doyen. on peut voter les deux en même temps. Monsieur le maire peut être là pour le compte de gestion. Oui, mais je vais voter tout en même temps. Vous posez. Vous voulez faire un seul vote ou on attend que monsieur le maire revienne pour le code de gestion?
Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 3 abstentions. 4 avec la... Avec M. Payne. D'accord. Donc 4 abstentions. Le reste, donc, approuvé. Vous pouvez faire rentrer le sujet. Il n'y a même pas le temps de boire. Non. Il n'y a pas eu de discussion. Monsieur Béard, donc, le vote est approuvé. 4 Je tiens quand même à remercier le travail de la directrice générale du service avec M. Corr sur la présentation du compte administratif et du compte de gestion de l'année 2018. Très bien. Office, modification garantie d'emprunt. Bien, donc, la mise en place de la réduction du loyer de solidarité pour les bailleurs, pour que les bailleurs sociaux prennent en charge les baisses de l'APL décidées dans le cadre de la loi de finances, c'est accompagné de mesures financières destinées à permettre aux bailleurs sociaux d'absorber la baisse importante des loyers occasionnés par cette mesure. Pour ce faire, l'État a encouragé le rallongement des durées de remboursement des emprunts contractés par les bailleurs sociaux pour financer la construction de logements. La Caisse des dépôts et de consignation, principal financeur du logement social, a accordé des conditions dérogatoires afin de permettre un allègement des annuités par un rallongement de la durée des financements et des conditions des taux favorables pour limiter l'impact financier. Donc, afin que ce réaménagement puisse être mis en œuvre, il convient que la collectivité délibère sur les nouvelles conditions qui prévaudront pour les emprunts dont elle s'est portée garant. Donc, principal, on avait ajourné le vote de la garantie des emprunts de l'office. C'était d'ailleurs une seule garantie, puisqu'ils avaient été globalisés, pour s'informer, à savoir s'il y avait d'autres communes qui avaient été impactées par ce genre De demande. Et donc, on a reçu de la part de l'Office toute une liste de communes, environ un peu plus d'une trentaine de communes, hormis Clermont et hormis les communes. Donc, il me semble que là, maintenant, on soit avec nos réponses et nos questions. La commission. J'en avais une question, je vous l'avais soumise, c'était est-ce qu'on est obligé Oui, de alors, faire? c'est ce qu'on a discuté en commission. C'est ce qu'on a discuté en commission des finances. Il n'y a aucune obligation. Simplement que demain, le bailleur social va peut-être regarder à 2 fois si cette commune a souscrit à sa demande. Quand on voit la liste, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de souci à me faire. Le bailleur en question, c'est quand même quelqu'un qui a les reins solides. Je ne pense pas qu'il soit dans la difficulté. Alors, le fait d'étaler ces garanties d'emprunt, voilà, bon, quoi dire plus, hein, c'est à nous de voir. Mais ce qui nous a semblé à la commission et dans les majorités des présents, c'est que vous pouvez souscrire à cette demande. Voilà. Quoi vous dire plus Oui, parce qu'il faut quand même savoir que là, il rallonge les prêts pour effectivement pouvoir refaire d'autres logements. Alors, si nous, on dit non, on sera mal venu d'aller leur demander d'aller faire des locatifs sur notre commune. Oui, enfin, c'est pas normalement une mesure de pression, mais... Non, c'est pas voilà, non, mais enfin, ils serviront d'abord ceux qui ont... Bien sûr. Après, d'un point de vue
quand même étaler une dette, c'est jamais très bon. Voilà, donc après, c'est sûr que ça fait 10 ans de plus, c'est beaucoup, hein, ça repousse quand même à la durée où tout le monde, on sera bien incertain de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, si effectivement on se dit, dans ce cas-là, si jamais on dit non, on a peur pour notre locatif social ici, c'est quand même dommage, parce que moi je dis en tout cas qu'on ne ferait jamais à titre personnel ce genre de choses, d'étaler une dette comme ça. Sur 10 ans supplémentaires, tout ça pour effectivement, c'est pas une question alors la baisse des loyers peut-être en particulier, j'ai vu aussi que c'était pour essayer de maintenir un taux parce qu'il s'est indexé sur le taux du livret A et donc le taux soit papoté à baisser pour essayer justement, j'ai vu de minimiser le risque de taux, parce que derrière c'est ça, c'est aussi le risque de taux, c'est clair, net et précis. Donc moi, j'ai pas, je vous dis très franchement ce que je pense personnellement, je ne ferai jamais ce genre de choses. Je le ferai absolument pas si j'avais à gérer ce genre de choses parce que déjà la durée est beaucoup trop longue. Derrière, il y a ce risque de taux et j'entends ce que vous dites là par rapport là-dessus, c'est un risque supplémentaire. Et donc on se porte caution, tout ça pour engendrer encore la dette et se dire on va croiser les doigts en espérant que tout se passe bien. Moi, ce genre de situation, on sait où ça peut mener. En tout cas, voilà, là-dessus, je vous dis très clairement, moi je suis contre. Je le dis parce que je pense que voilà, on ne peut pas avoir de la pression de certains organismes parce qu'il faut qu'ils continuent à investir. Et tout ça pour que la commune, au final, prenne le risque. On s'en fiche quelque part dans 30 ans, peut-être qu'on ne sera plus autour de la table et on verra bien pour ce que je veux dire pour les générations à venir. Voilà, on prend un risque supplémentaire. Je comprends bien ce que vous dites, mais c'est pas le. On ne prend pas un risque enfin, le risque on le prend, mais c'est pas les bailleurs sociaux qui nous l'imposent. C'est l'État qui l'impose. C'est l'État qui l'impose aux collectivités territoriales. On repousse un problème sur les communes. Non, on est clair. d'accord. Et à mon avis, arrêtons de dire oui à tout, parce que de toute façon. Ça veut dire que l'État répercute sur les générations futures des dettes. Bien sûr. Bon, c'est un peu facile. Non, mais on est d'accord. C'est bien ce qu'on a dit. C'est bien ce que fait d'accord le social. Eh bien, oui, mais il faut le redire d'une manière officielle. Non, oui, bien sûr. Parce que ça, c'est trop facile. Bien sûr. Et vous savez ce qu'ils ont. S'associer à ce genre de choses. Vous savez que pour créer du capital, ils l'auront obligé quand même à vendre une partie de leur parc. Que ce soit Auvergne Habitat, que ce soit au Fisc, que ce soit l'Ogidom, ils ont été obligés de vendre une partie de leur parc pour créer de la richesse et réinvestir. Donc, si vous voulez, ils ont ce moyen-là de chercher du capital et c'est cette méthode-là. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est clairement défini, c'est écrit même dans le texte par rapport à cette loi-là, que ça engendre du risque supplémentaire sur les communes. C'est clair, net et précis, c'est écrit dans le texte. On est d'accord, c'est du même acabit que lorsque l'État avait compensé le paiement des minima sociaux, du RSA au département lorsqu'il l'avait obligé à prendre les compétences, et que maintenant il ne compense plus qu'à 50% et que c'est les impôts des concitoyens du département qui payent le RSA des minima sociaux du département. C'est-à-dire qu'il y a un transfert. Alors le risque, il existe, oui, mais en fait, la pire des choses, c'est qu'il y a un transfert de fiscalité de l'État vers les collectivités territoriales. Via les organismes sociaux, ce qui est encore pire. Et cerise sur le gâteau, c'est que lorsque l'on nous dit que l'État est trop endetté, on nous dit encore que c'est de la faute des collectivités territoriales qui dépensent trop, alors qu'on leur donne des charges supplémentaires. Donc effectivement, moi je suis assez d'accord sur l'analyse, mais je suis aussi effectivement assez d'accord qu'il faut qu'au moins
ça soit officiellement dit dans le cadre d'un conseil municipal, mais non pas uniquement dans le cadre d'une commission. Parce que si jamais, dans quelques années, si jamais, pour une raison ou pour une autre, ça se casse la figure, le système, eh ben on nous le renverra. Bien sûr. Alors on dit pour rien. Et les communes de France et de Navarre n'auront d'autre solution que d'augmenter les taux d'imposition pour pouvoir faire face à une nouvelle dette qui leur a été imposée. Je suis d'accord. L'unanimité. Qui n'apporte pas. Quand on souscrit un emprunt qui modifie la règle du jeu. Néanmoins, c'est l'État qui modifie la règle du jeu. Vis-à-vis des organismes sociaux. C'est ça. Et ils nous prennent en quelque sorte en otage. Parce qu'après, effectivement, les bailleurs sociaux, eux, s'ils veulent pouvoir encore construire au bénéfice des collectivités territoriales, ben, il faut bien qu'on leur donne un coup de main. Donc on est pris entre le marteau et l'enclume, on est bien d'accord. Et je pense que cette réflexion sur le nombre de collectivités qui sont soulignées en jaune, qui ont répondu favorablement à cette demande, l'ont fait dans le même, même état d'esprit que nous. Et il aurait été intéressant d'avoir une délibération peut-être commune par rapport à ça. Disons oui, effectivement oui, on n'adhère pas à ça. C'est une chose, mais par contre, on démontre qu'aujourd'hui, l'État renvoie encore sur les collectivités territoriales, au même titre qu'il a renvoyé pas mal de choses dans le cadre des communautés de communes quand elles se sont mises en place. Il faut mettre au compte rendu. Voilà. On est en train de se la faire mettre. D'accord. Voilà, donc, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Donc, vous avez pris note? Merci. On rajoutera. J'espère que les arrière-petits-enfants pourront payer. Donc, je vais soumettre au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? 1, 2, 3, 4. 4 abstentions. Contre. Adopté. Travaux d'éclairage public, modification d'éclairage à l'huile d'amone. Le mot pas. C'est à côté, c'est bon. Ah, il est là. Tiens. Oui, suite à l'implantation d'un lotissement où je dis le Moupa, il y a des travaux qui n'ont pas pu se faire puisqu'en même temps il y a eu l'enfouissement de la moyenne tension et ces travaux n'ont pas pu être effectués et maintenant que le transformateur est en place en bras de la rue de la Rhône, la modification peut être faite, donc la modification est nécessaire suite à la réalisation du lotissement de Moupa. Et le siège a établi un avant-projet. Et comme d'habitude, le coût des travaux est estimé à 5 900 € hors taxe, avec participation de la commune à 50%, donc 2 950 €. Très bien résumé. Donc, par rapport à ces travaux qui ont été effectués par le siècle, y a-t-il des abstentions? Pardon. Oui, qui vont être effectués. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Et donc, on autorise le maire à signer la convention de financement pour ces travaux d'éclairage à l'huile d'amone. Nous avons infiniment besoin d'être bien éclairés. Absolument. Non, mais petit à petit, vous verrez, on a fait des économies en mettant tout ce qui est, tout ce qui est régulé, réglage de baisse d'intensité. On aura d'autres discussions certainement. Ceci étant l'ordre du jour, maintenant je vais passer aux questions diverses et je vais vous apporter, à vous les uns et les autres, et je le referai pour les absents, c'est-à-dire que j'ai reçu une personne, Anthony Leroy, qui est du centre de formation des élus et qui est venu m'apporter une bonne nouvelle puisque je tiens à préciser que chaque élu a droit à une formation gratuite, individuelle, sur disons, diverses disons, comment dirais-je, des thèmes. Voilà, divers thèmes. Donc, sur ces divers thèmes, vous avez droit à 20 heures par an. Donc, depuis 2016,
Donc ceux qui sont en place depuis 2014, ben, c'est le cas de tout le monde, ils ont au moins 20 heures, et tous ceux qui ont été là bien avant, si c'était le cas, ils ont un petit peu plus. Voilà. Mais ce petit plus n'est pas acté parce que ça sera dans la continuité de 2020. Donc aujourd'hui c'est bien 2016 20 heures, 2017 20 heures, 2018 20 heures, 2019 20 heures et normalement 2020 ceux qui s'en iront auront peut-être que 20 heures aussi, mais ceux qui resteront auront les 20 heures sûres. Ce qui fait 20 heures cumulées. C'est 20 heures cumulées par par an. On peut aller faire un stage à la Ronguera. Là déjà aujourd'hui vous avez tous 80 heures à peu près d'actés individuels payés sur les indemnités du maire. Ah oui. Oh, vous allez être obligé après d'aller faire la... Non, mais pas du tout, c'est cotisé sur les indemnités du maire. Donc voilà. Voilà. Donc ces 20 heures, moi il faudra me dire si vous êtes intéressé. Je vais vous donner, disons, les formations qui ont lieu, de manière à ce que vous puissiez les choisir. Je vous ferai passer tout ça par informatique, me dire par retour si vous êtes intéressé. J'inscrirai votre nom dans une belle feuille, une attestation comme quoi vous êtes élu, et j'inscrirai votre nom dans une feuille, et ensuite on mettra ce que vous décidez de faire. Alors je peux vous lire un peu. Est-ce que c'est le même organisme que nous avions? C'est le centre de formation des élus. En 95, non, c'est le centre de formation des élus. Donc, frais pédagogiques intégralement pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations. Alors, ces formations ont lieu aussi bien, alors, c'est individuel, hein, et c'est pas sur Internet, ça sera un professeur qui viendra. Donc, peut-être en mairie. Alors, le chez vous, pour le moment, ça dépendra où vous êtes par rapport, disons, à la personne qui se déplace, mais normalement, ça sera en mairie ou chez vous, et vous sera individuel. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent revoir les compétences du conseil municipal, maire et adjoint, analyse et critique du budget communal. Est-ce qu'il y a le nom et la photo du professeur? Pardon. C'est ce que j'étais en train de Est-ce qu'il y a le nom dire. et la photo des profs? Non. Gestion de la dette, ensuite recherche des financements européens pour sa commune. Ça, c'est pour ceux qui restent, c'est des choses très intéressantes. Maîtrise des règles des finances locales. Ensuite, il y a l'urbanisme, le plan local d'urbanisme, PLU. Bon, c'est un excellent professeur dans le conseil. Contentieux en matière d'urbanisme, le SCOT, schéma de cohérence territoriale, l'initiation au marché public, maîtrise des appels d'offres, les contrats de partenariat public-privé, les PPP, les dématérialisations des marchés publics, ça c'est des trucs très intéressants parce qu'aujourd'hui on ne sait pas bien où on va dans les marchés publics, l'élu et le territoire, l'élu et l'opposition, une à part entière, la carrière de l'élu fonctionnaire territorial, dans les actions publiques, alors il y a la vie communale, l'intercommunalité, les ressources humaines et l'action publique, il y a la sécurité, moderniser la politique culturelle sur son territoire, développer le mécénat culturel sur son territoire, il y a la santé, intégrer le développement durable aux projets locaux, diagnostic énergétique des solutions d'optimisation, économie, commerce, améliorer le projet éducatif territorial, les nouveaux enjeux de la petite enfance. Il y a la communication, animer et dynamiser ses réunions et ses équipes, comprendre et prévenir le burn-out professionnel. Ensuite, dans le cadre des réseaux sociaux, il y a PowerPoint, Excel, Word Access et autres demandes sur tout ce qui est sur l'informatique et les réseaux. Il y a Photoshop, Paint, Illustrator, s'il y en a qui veulent se former un petit peu plus. Et puis, je pense que c'est là où ça m'intéresse, il y a les langues, anglais renforcé, juridique, allemand, espagnol, italien et tout ce que c'est, selon le nombre qui sera inscrit. Plus de renseignements, je vous mettrai tout ça sur le centre de formation des élus, dans le 7e, mais nous avons une antenne dans le Puy-de-Dôme, donc vous pourrez rester dans le Puy-de-Dôme. Voilà, donc je vous passerai tout ça, la formation. On ne peut pas suggérer un autre thème, par exemple? Alors, les thèmes sont précis là-dessus. Bon, par contre, là, je vous l'ai dit dans le cadre des langues, pour le moment, ils en ont mis 3, mais il se peut qu'il y en ait d'autres. Mais le reste, après, c'est bloqué. Mais par contre, vous pouvez prendre contact, la personne prendra contact avec vous, sitôt que vous serez inscrit et que vous serez intéressé par cette démarche. Moi, je sais bien vu l'épanouissement culturel des élus.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de droit à la retraite aussi? Non, non, non. Donc, je vais vous faire passer tout ça. Il faudra me répondre assez rapidement, de manière à ce que je puisse établir un listing des gens qui sont intéressés. Vous pouvez les cumuler, vous pouvez les prendre en détail, mais la personne vous les expliquera. Sachez que de toute façon, on vous les doit ces heures, et que si vous ne les prenez pas, c'est perdu. L'État, pour une fois, l'État prend ce qu'il a pris aux collectivités derrière, aux maires, exactement sur ces années cotées. Mais ça fait suite au grand bazar de M. Macron dans toutes les communes de France. Ah, je ne sais pas si c'est un grand bazar. Non, À mon avis, ça arrive un peu trop tôt pour que ça fasse suite non, au non, grand bazar. c'était déjà dans les tiroirs. Ouais, c'était un terroir. Ceci Voilà. Ceci dit, c'est dans les 36 000 communes de France, multiplié par le nombre d'élus et le nombre d'heures, il va falloir mettre les profs en face quand même. Il va falloir Ils vont faire du groupe. Non, mais ils ont. Non, individuel. Non, mais ils feront du pas groupe. possible. Mais c'est en plus, Le droit sera un droit individuel à la formation, mais Ce serait La bien formation, qu'il y ait- la ce serait bien qu'il y ait plus de place. Ce serait bien qu'il y ait plus de place. c'est ça. Écoutez, vous poserez les questions à la personne qui vous Non, mais- appellera, qui prendra contact avec vous. Mais moi, je ne suis pas persuadé qu'il y ait autant de ça qui s'inscrivent. Mais Non, bon, c'est sûr. moi, je le vois, c'est dans le sens Les élus qui sont salariés, non? 20 heures par mois. Par an, oui. Par an, ouais. Pas mal, hein? Ça me faudrait que je peux me dérouler. Voilà, donc je vous fais passer tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais dites-vous bien que si vous ne le faites pas, c'est perdu. Alors, moi, je vous dis, moi j'ai déjà trouvé. Je vais aller reprendre des cours dans les Voilà, y a-t-il d'autres questions diverses? Oui. Mais une petite chose qui est vraiment extra conseil. Vraiment Alors extra. donc, je clôture le conseil. Oui. Donc le conseil est clôturé à 21h39.